Bonjour à tous, donc je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous faire une visite virtuelle de la maison. En fait, tous les ans, on fait une porte ouverte avec l'association La Maison Passive. Donc on a déjà participé 3 fois. Cette année, à cause de Covid oblige, il n'y aura pas de visite possible. Donc on vous accueille virtuellement à faire cette petite balade et cette petite visite. Donc pour ceux qui découvrent le concept des maisons passives, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une maison passive? C'est une maison qui est à la fois très isolée, donc on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on a du triple vitrage, etc. pour être réellement bien isolé. Et c'est surtout une maison bioclimatique, donc qui profite des apports solaires. Donc là en fait on est sur la façade sud. Donc la façade sud naturellement c'est la façade qui possède le plus d'ouverture. Et donc on va profiter du soleil en fait pour nous chauffer, ou en tout cas pour chauffer une très grande partie de la maison. Et les appoints de chaleur qu'il va nous falloir pour passer on va dire, le moment le plus dur de l'hiver, c'est réellement qu'un appoint de chauffage qu'il va nous falloir. Vous allez voir que chez nous, il nous suffit d'un sèche-serviette de 1000 watts pour chauffer toute la maison. Donc beaucoup d'ouverture sur la façade sud et nettement moins d'ouverture donc sur les façades est, sur les façades ouest. En fait ça c'est pour éviter notamment les surchauffes en été, et puis aussi parce qu'en hiver en fait on aurait plus de déperdition sur ces façades là, alors que le bilan énergétique sur les menuiseries sur la façade sud il est très positif en hiver. En fait on a beaucoup plus d'apports, on va dire d'apports solaires que de pertes sur les menuiseries de la façade sud. Donc chez nous la particularité du site, donc en fait on est sur une colline donc à faible pente, donc exposé plein sud. Donc la particularité du site nous a incité en fait à faire une maison demi-enterrée, c'est-à-dire que notre sous-sol en fait est demi-enterré, on le voit. Voilà, donc il n'y a que la façade sud et la façade ouest de notre sous-sol qui sont un petit peu qui sortent de terre. Alors ça c'est pas du tout obligatoire pour une maison passive. Ça c'est en fait une maison passive comme toutes les autres maisons. En fait, elle devra être correctement intégrée à son environnement pour être la plus bioclimatique possible, la mieux intégrée et profiter des avantages naturels du terrain. Ce qu'on a cherché en fait avant tout, c'est bénéficier du panorama chez nous en fait, qui est très dégagé donc, sur la façade sud. Par ailleurs, on remarque en fait, que les maisons sont déjà construites sur le côté sud. Donc en fait, on n'aura jamais personne qui va venir nous faire de l'ombrage sur la façade sud. Donc c'est un gros avantage, parce que notre masque solaire est garanti. Donc nos apports solaires en fait, sont garantis pour les années à venir. Donc en termes de particularité, nous ce qu'on a choisi comme mode de chauffage pour l'eau chaude, donc l'eau chaude sanitaire en fait, donc c'est un chauffe-eau solaire, donc on a 2 panneaux solaires sur le toit. Donc on a un toit végétalisé donc qui est plat. Donc pour ceux qui sont déjà venus nous rendre visite, en fait la nouveauté, bon enfin il y en a plusieurs cette année, donc il y a la construction des voisins, mais surtout en fait on a aménagé les locaux de Maison Passive 71 dans notre sous-sol. Donc jusqu'à présent en fait notre sous-sol c'était une partie non habitée de la maison, on habitait uniquement donc au rez-de-chaussée, donc ou à l'étage sur cette image. Maintenant donc on a aménagé nos locaux au sous-sol, donc je vais en profiter pour les faire visiter très rapidement. Voilà, donc là on arrive déjà dans le premier bureau. Hop. Voilà, donc ça c'est le bureau de Tiffany. Donc là on est le week-end, forcément il n'y a personne. Voilà, là on a le bureau de Tiffany qui bosse ici en semaine, et puis mon bureau. Bon, donc maintenant je vous propose de rentrer à l'intérieur pour poursuivre cette visite. Voilà, donc déjà en entrant en fait ce qu'on remarque c'est la porte en fait, donc une menuiserie passive, une porte passive. Donc c'est vraiment très épais. Chaque fois que je le fais visiter en fait, elle a tendance à surprendre en fait les visiteurs. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de portes aussi épaisses? Tout simplement parce qu'elle doit être isolante. Et quand on regarde et quand on la compare par rapport à une porte de frigo, on se rend compte que la maison est bien plus isolée qu'un frigo par exemple. Donc on est le 31 octobre, donc c'est Halloween, hein. Demain ce sera le 1er novembre, donc c'est la déco d'Halloween en ce moment, hein. Une maison passive, avant d'être une maison passive, c'est une maison. Et c'est vrai qu'elle a tendance à vivre correctement chez nous, donc avec les enfants. J'espère que les affaires et le bazar ne vous font pas peur.
Donc on parlait tout à l'heure des menuiseries. Donc côté sud, on a forcément des menuiseries qui vont être plus grandes en fait que sur les autres façades. Donc là c'est par exemple la façade ouest. Donc pour maximiser les apports solaires. Donc tout à l'heure, enfin aujourd'hui on a eu de la chance, on a eu une belle journée ensoleillée. Donc on a bien fait chauffer la maison. En fait on voit, là on est en fin d'après-midi, donc il y a toujours du soleil sur notre baie vitrée qui fait rentrer de la chaleur. Donc il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit, c'est quand il n'y a pas de soleil, est-ce qu'il y a du chauffage quand même? En fait, ce qui nous chauffe, c'est plus la lumière que la lumière directe, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas de lumière dehors, et donc le fait d'avoir simplement de la lumière, donc ça chauffe pas la nuit une baie vitrée, d'accord, mais dès qu'il y a de la lumière, en fait, ça passe et ça fait rentrer de l'énergie, en fait, et donc du coup, ça suffit à faire chauffer la maison. Alors j'ai aussi beaucoup de remarques en fait concernant la télé. Alors c'est vrai que dans notre salon on n'a pas de télé parce qu'en fait on a voulu profiter de la baie vitrée. Voilà, avec ma femme, le compromis qu'on a trouvé c'est de se dire on va mettre un vidéoprojecteur donc, qui est dans le caisson là-haut, et donc du coup on a l'écran du vidéoprojecteur qui est en face. Et c'est assez pratique en fait, comme ça on peut profiter du canapé, notre canapé, et orienter face à la baie vitrée. Donc en journée en fait on profite de la baie vitrée et de la vue. Et puis le soir, quand on veut se regarder un film, on peut baisser l'écran et se projeter une vidéo sur l'écran. Donc si on poursuit un petit peu la visite, donc on arrive dans la partie des chambres. Voilà, donc on a une première chambre des enfants. Alors c'est pareil, il ne faut pas faire attention aux jouets. Bon, ce que je voulais vous montrer dans cette chambre, en fait, c'est le caisson de ventilation double flux. Voilà, donc en fait la maison elle est ventilée par ici. Donc l'air elle est soufflée dans les chambres, donc dans les pièces à vivre. C'est-à-dire que dans une maison passive, en fait, on n'a plus d'ouverture au niveau des menuiseries en haut. Voilà, ça c'est une des grosses, un des points qui change par rapport aux maisons traditionnelles, c'est-à-dire ce qu'on voit habituellement, donc une ventilation double flux, donc on vient souffler dans chaque pièce en permanence. Donc ensuite, on arrive à l'autre chambre. Je voudrais vous montrer les menuiseries. Ouais, là, la fenêtre est un peu plus dégagée. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que des menuiseries passives? Donc j'avais déjà fait des petites vidéos là-dessus, hein. Il y a pas mal de choses. Bon, elles datent un petit peu, mais il y a des choses intéressantes en fait à retenir. Donc nous, on a des menuiseries bois alu. Alors elles datent un petit peu, hein. Faudrait que je vous montre c'est inscrit dedans, mais en fait elles ont été fabriquées en 2012, donc vous voyez la RT 2012 n'existait encore pas, en fait mes fenêtres elles étaient déjà produites, donc on est déjà en triple vitrage, donc y compris sur la façade sud, parce que c'est très important. Il y a des gros écarts entre les menuiseries double et triple vitrage, donc il y a des améliorations qui ont été faites entre temps, mais déjà celles-là elles étaient très performantes. Donc c'était des intercalaires en inox à l'époque, donc habituellement en fait c'est des intercalaires en aluminium. L'aluminium c'est très conducteur de la chaleur, ici c'est des intercalaires en inox. Et maintenant même, on a des intercalaires warm edge, ce qui s'appelle c'est un mélange entre l'inox et des matières synthétiques, donc qui sont encore plus isolantes. Donc les menuiseries en fait, donc ce sont des menuiseries en bois alu. Alors, avec les contrastes c'est pas facile de vous montrer. Je vais vous montrer ici. Donc voilà. Donc en fait on a une structure en bois au niveau du dormant et puis de l'ouvrant aussi. Ensuite on a de l'aluminium, et c'est un capotage en aluminium extérieur, mais entre l'aluminium et le bois en fait on a un isolant. Et donc cette fenêtre elle est à la fois en bois, donc la structure est en bois, elle est isolée, et ensuite elle est capotée en aluminium sur l'extérieur. Voilà. Ensuite donc chez nous on a un volet roulant, et on a aussi des moustiquaires en fait, et on s'en sert énormément. Les moustiquaires en fait elles sont baissées tout l'été chez nous en saison estivale pour faire un bon renouvellement, un bon rafraîchissement nocturne. En fait on a tendance en fait à ouvrir les fenêtres très régulièrement, et pour ramener de l'air frais la nuit, et puis après on ferme les fenêtres en journée, et c'est très rare comme ça qu'on dépasse les 25 degrés. Donc on a une maison qui est à la fois très tempérée tout l'hiver, et qui ne surchauffe pas en été, contrairement à un nombre de maisons neuves. Voilà, donc maintenant ça fait 7 ans en fait qu'on habite dans notre maison passive, donc depuis septembre, donc c'était 2013. Donc voilà, on est déjà en octobre, fin octobre, on est dès novembre, mais même demain on sera en novembre 2020. Donc voilà, donc ça va être le 8e hiver qu'on va passer dans notre maison passive, donc on n'a jamais eu froid en fait, et ça se passe vraiment bien. D'ailleurs oui, donc c'est une dernière pièce que je voulais vous faire visiter, donc c'est la salle de bain, parce qu'elle peut être intéressante, parce qu'en fait c'est l'endroit où on a le seul moyen, donc le chauffage d'appoint.
en fait, qui est simplement un sèche-serviette, donc un sèche-serviette électrique. Donc un sèche-serviette de 1000 watts, donc d'ailleurs on a retiré le soufflant, hein. Il y avait un soufflant électrique ici, qui nous sert strictement à rien. Et donc du coup on l'a retiré. Donc en fait c'est la seule pièce qui est chauffée, on va dire, et donc étant donné qu'elle est chauffée, bah, elle suffit à chauffer tout le reste de l'étage, donc 100 mètres carrés. Donc un radiateur en fait de 1000 watts chauffe 100 mètres carrés, c'est-à-dire 10 watts par mètre carré. Donc on est dans la moyenne des maisons passives en termes de puissance. Donc d'ailleurs cette année on n'a pas du tout allumé encore pour l'instant, malgré le coup de froid qu'on a eu courant du mois d'octobre et le courant du mois de septembre. Donc là, vous voyez, bon, alors aujourd'hui il a fait bon, mais alors, on fait des relevés de température donc en permanence. Donc là, j'ai un petit thermomètre qui m'enregistre la température donc en haut. Là, on a 24 degrés et puis 53,7% d'humidité. Voilà, donc en permanence, en fait, dans la pièce principale de vie qui est au milieu de la maison, en fait, je mesure la température et l'humidité. Et donc je fais des relevés en fait toutes les demi-heures. Sur plusieurs années maintenant, j'ai des relevés. Et d'ailleurs, donc la nouveauté de cette année aussi, enfin de cette année, j'ai déjà fait l'hiver dernier, mais cette année on fait même un test ici. C'est un test radon en fait pour vérifier qu'il n'y ait pas de présence de radon dans notre maison. En fait, on est construit donc à Blanzy, on a construit à Blanzy. Il faut savoir on est dans une zone en fait où il y a un risque radon qui est important. En fait, et donc du coup, on vérifie dans nos rénovations en général et puis dans nos constructions, on vérifie, on fait très attention à la qualité de l'air. Donc là, on met en place des tests radon, donc plusieurs tests dans le bâtiment. Ah, et donc ceux qui ont peur d'avoir froid au fait dans une maison passive, une vraie maison passive en fait. Donc on a dit tout à l'heure, on a un seul sèche-serviette pour chauffer toute la maison, donc il fait 1000 watts. En admettant qu'on est vraiment très froid, regardez ça, juste un sèche-cheveux, j'ajuste la puissance, voilà, ça fait 2100 watts. Donc en fait, le sèche-cheveux de ma femme en fait, est déjà 2 fois plus puissant que notre système de chauffage. Donc en fait, si on a froid dans une maison passive, bah, c'est simple, hein, soit on sèche les cheveux, alors c'est un peu bête, hein, on va pas se sécher les cheveux en permanence, mais hop, soit on fait un peu de cuisine. En fait, mon four, c'est pareil, mon four qui est ici, il fait 3000 watts. Donc en fait, juste mon four, il est 3 fois plus puissant que la puissance nécessaire en fait à chauffer toute la maison. Tout ça pour dire que les consommations du quotidien en fait vont tout naturellement aussi participer énormément au fait que la maison soit maintenue au chaud. Et en fait, donc on a à la fois les apports solaires, donc le soleil ou la lumière en fait qui rentre en hiver pour nous chauffer. On a nos consommations électriques, donc là par exemple j'ai allumé une ampoule. Cette ampoule en fait elle est en train de chauffer la pièce un petit peu. Malgré que ce soit pas une ampoule, c'est une ampoule LED, donc ça consomme pas beaucoup mais ça chauffe quand même un petit peu. Ensuite on va avoir les consommations du quotidien, donc le sèche-cheveux, on va avoir le four, la cuisine, etc. Donc tout ça, les frigos, tiens on a un frigo et un congélateur. Donc le frigo et le congélateur, alors ils ne produisent pas du chaud, mais en fait pour refroidir, en fait il y a des petits moteurs à l'intérieur. Donc tout ça, ça consomme de l'énergie et donc ça chauffe. En fait derrière le frigo, ça chauffe. Cette énergie, en fait, elle est jamais perdue. En fait, tout ça parce que donc ça représente environ 200 watts en fait par appareil de consommer en moyenne. Et ces 200 watts, ils sont récupérés et ils chauffent la maison. Voilà. Donc ça, c'est les apports internes. C'est ce qu'on appelle les apports internes qui servent à nous chauffer. Donc maintenant, si on descend au sous-sol, j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer en fait c'est ma ventilation double flux. Donc, alors c'est un ancien modèle encore une fois, hein. Moi elle a été installée en 2011, enfin 2012 pendant mes travaux. Donc maintenant il y a des choses plus modernes et qui se perfectionnent encore. Donc simplement en fait cette ventilation elle est complètement accessible. Il faut surtout plus avoir l'habitude de cacher les ventilations simples ou même double flux. Tout ça parce que en fait il y a des filtres en fait qui sont à changer en fait régulièrement. Donc voilà, donc on a des filtres. Donc là c'est l'air qui va rentrer dans la maison. Et ensuite ça c'est l'air qui ressort de la maison et qui en fait on filtre avant pour protéger les moteurs de la machine. Donc ces filtres en fait on les change tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans, voilà, suivant l'état des filtres. Donc il faut qu'ils restent accessibles. Et puis une chose aussi que je voulais vous montrer rapidement, donc c'est le réseau de ventilation. Donc là il est encore accessible parce qu'on est dans mon sous-sol. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble. Donc on a des tuyaux en fait qui vont souffler dans les pièces donc dites de vie, ou les pièces sèches, comme les chambres ou les pièces comme le salon.
Et ensuite on a un réseau qui vient aspirer l'air dans les pièces humides, donc ce qui est cuisine, salle de bain et WC. Voilà, donc 2 réseaux. Et ensuite donc une dernière chose qui était intéressante que je voulais vous montrer. Hop, c'est la partie donc mesure. Alors, tout à l'heure je vous ai dit qu'on chauffait en fait la maison en fait avec les apports internes, mais on pourrait aussi très bien tricher et en fait surconsommer, c'est-à-dire mettre des ampoules qui consomment énormément, donc du coup qui servent de chauffage. On pourrait, enfin voilà. Donc c'est pas le but du jeu naturellement. En fait, le but du jeu c'est d'avoir une maison la plus sobre possible toute l'année. Et donc ce qu'on fait, on installe des éco-compteurs en fait dans les maisons et ça nous permet de suivre les consommations. Donc moi c'est pareil, j'ai plusieurs années de suivi. Donc avant j'avais d'ailleurs des petits compteurs que je relevais à la main. Maintenant j'ai fait ça un petit peu mieux, j'ai automatisé tout ça. Et c'est vrai que c'est drôlement plus pratique. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le Linky, mais chez moi j'ai le Linky aussi, donc ça me permet de valider, de faire valider, en tout cas par Enedis, parce que mes factures je peux pas tricher dessus, donc ma maison elle est sobre toute l'année, elle consomme vraiment très très peu, y compris en hiver, et ça c'est, voilà, je fournis toutes les courbes pour ceux que ça intéresse, donc je vous mettrai un lien au niveau de la vidéo. Voilà, et donc dans mon sous-sol je fais aussi donc un relevé de température, et j'ai toujours le capteur ici, et d'ailleurs il y a toujours le test radon qui est aussi à côté ici, donc je mesure le radon en ce moment dans le sous-sol pour vérifier la qualité de l'air dans le sous-sol. Voilà. À propos de la qualité de l'air intérieur, je voulais vous montrer aussi, donc on mesure en permanence, donc ça c'est un petit capteur de CO2. Donc pour dire en fait, donc là on a 583 ppm. Donc pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, il faut être entre 800 et 1000 ppm. Il faut savoir que la norme française, en fait, le seuil maximum, c'est 1500 ppm, donc il est nettement plus haut. Donc si on a un bon renouvellement d'air, donc avec la VMC double flux, en fait, le CO2 en fait, présent dans l'air, en fait, il reste à des niveaux qui sont bas. Bon, là, j'ai pas été présent très longtemps dans la pièce, donc d'habitude, ça monte entre 600 et 700 ppm, des fois 800, tout va dépendre de l'intensité, si on fait des efforts dans une pièce ou pas, mais voilà. Allez, dernier point un peu technique, donc là on est dans la buanderie. Dans la buanderie, pourquoi? Parce qu'il y a le chauffe-eau, en fait, donc nous on a un chauffe-eau solaire, on n'a pas de système thermodynamique. Dans la maison, en fait, il faut savoir qu'on n'a pas de pompe à chaleur, hormis dans le frigo et dans le congèle, hein, parce que ce sont des pompes à chaleur. Mais chez nous, on n'a pas de système thermodynamique dans la maison pour éviter d'avoir de l'entretien, éviter d'avoir du bruit, etc. Donc on a simplement donc un chauffe-eau solaire. En fait, pourquoi un chauffe-eau solaire et comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est simple, hein, on a deux panneaux, donc là j'ai ramené une photo en fait, donc les panneaux qui sont sur le toit, donc je vous ai montré tout à l'heure, depuis l'extérieur de la maison, donc ils sont sur le toit plat, donc ils sont de l'autre côté, hein, voilà. Donc on voit ça, donc c'est une toiture végétalisée, donc on a réellement de l'herbe chez nous, et donc les panneaux sont dessus. Donc on a deux tuyaux en fait qui vont monter en fait en toiture et qui vont ramener de l'eau chaude en fait dans cette centrale solaire. Et donc c'est simplement une pompe qui est activée et donc qui va recharger en fait le chauffe-eau. Donc on voit, donc, par exemple ici, aujourd'hui en fait le chauffe-eau il est plein, donc il va pas du tout avoir aujourd'hui d'apport électrique parce qu'en fait il est complètement chaud, et en fait depuis le début de son installation, donc on a déjà économisé 17 MWh uniquement grâce au chauffe-eau solaire. Donc il faut savoir qu'on économise entre 70 et 80% d'énergie chez nous dans notre installation par le fait d'avoir deux panneaux solaires. Donc l'énergie qu'on aurait consommé avec un chauffe-eau électrique 100% électrique. Donc on a quand même un petit appoint électrique, hein, il est là. Donc en fait, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de soleil, et quand il n'y a pas de soleil en fait en hiver pendant plusieurs jours, en fait, l'appoint électrique se met en route la nuit et recharge le chauffe-eau pour qu'on ait tout le temps de l'eau chaude. Voilà, donc nous voilà de retour donc, dans les locaux de Maison Passive 71. Voilà, joli panneau. Hop. Donc c'est ici que je bosse. Donc c'est ça, les affiches des portes ouvertes, donc auxquelles j'avais participé les années précédentes. Cette année, voilà, c'est la virtuelle. Tiens, tout à l'heure je vous parlais des menuiseries. Et j'ai récupéré une coupe, hein, de menuiserie, enfin plusieurs, mais je voulais vous montrer un petit peu donc
les menuiseries qu'on a chez nous. Alors c'est une version un peu plus moderne, c'est ce que je vous disais à propos des intercalaires qui sont noirs ici, parce que c'est des intercalaires warm edge. Alors que chez nous en fait on a un intercalaire inox, donc c'était la génération précédente d'intercalaires en fait isolants. Maintenant ils sont encore un petit peu plus performants et donc c'est le même profil de fenêtre en fait qui est à côté. Donc une structure en bois, une isolation thermique et en fait un capotage aluminium en fait à l'extérieur. Voilà. Donc il y a énormément de différences techniques entre différentes menuiseries. Donc c'est vraiment nos rôles en fait, c'est de vous conseiller dans le choix des bonnes menuiseries pour un projet performant. Simplement une dernière petite explication, donc c'est pareil, hein, j'ai fait des vidéos spécifiques à propos de notre mode constructif, qui est un peu particulier. Donc chez nous, pour rappel, donc en fait on a une maison qui est maçonnée, donc on a des murs qui sont construits en dur, donc on brique à l'étage et on parpeint sur le sous-sol. Donc ces murs ils sont isolés sur l'extérieur, donc avec un système avec une ossature bois en fait, et où on vient injecter sous pression en fait de la boîte de cellulose. Voilà, et on a un système avec une façade ventilée à l'extérieur, donc ma façade ventilée, donc elle est en terre cuite. Donc vous voyez un petit échantillon ici, j'avais mis volontairement sur cette maquette en fait une brique qui était cassée pour montrer que c'est bien de la terre cuite. Voilà, donc les murs d'une maison passive, ils sont épais, donc là chez moi ça fait 56 cm d'épaisseur. Donc naturellement la fenêtre elle va se retrouver dans la partie isolante, mais en fait ça revient à faire des embrasures comme dans les anciennes constructions, donc avec des murs de 50 cm. Donc chez nous voilà on a 56 cm, donc c'est comparable à des murs dans l'ancien, sauf que nos murs ben, ils sont toujours chauds et toujours tempérés, été comme hiver, et on ne consomme que très peu d'énergie. C'est ici que se termine cette visite virtuelle, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous souhaitez plus d'infos sur notre mode constructif ou sur les maisons passives, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Donc vous aurez les coordonnées sur cette vidéo. Sinon il y a l'association de la maison passive France. Donc on espère pouvoir vous faire davantage de vidéos. Donc là ça a été dans des conditions un petit peu spécifiques dues à l'épidémie de coronavirus, mais on espère pouvoir vous refaire des vidéos très rapidement pour vous présenter d'autres projets et vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans le détail. On fait beaucoup de rénovation passive notamment, et de construction. Voilà, rendez-vous pour les prochaines vidéos, et si vous voulez réapprofondir donc, des sujets donc, à propos de la ventilation, d'étanchéité à l'air, des menuiseries, donc j'avais déjà fait tout un tas de petites vidéos il y a un petit moment de ça, donc elles datent un petit peu mes vidéos, mais elles sont toujours accessibles.